Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 4 de ce Tour des Alpes 2022 qui nous réserve encore plein de suspense, mais on y reviendra en fin de vidéo. On fera un petit point sur le classement avant de faire la présentation de l'étape numéro 5 qui sera donc décisive pour le général. On parlera bien entendu des Bleus qui ont été plutôt en forme aujourd'hui. Je suis plutôt satisfait des Français, enfin des coureurs qui sont soit français, soit des coureurs étrangers dans des équipes françaises. On parlera également des coureurs au top, des flops. On va essayer que la vidéo soit pas trop longue. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'étape. N'hésitez pas à mettre également vos favoris pour la victoire finale demain. Ça m'intéresse parce que on verra si vous êtes bon ou pas dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà extrêmement bien, je le souligne encore une fois, avec en accentuant énormément cette syllabe, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et comme ça c'est fantastique, comme ça c'est merveilleux. Vous êtes au courant du cyclisme, de la F1, de la moto, voire de d'autres choses qui arriveront un peu plus tard. Tour des Alpes, étape numéro 4. Encore une course de qualité, une course qui a encore roulé plutôt vite parce qu'on était à plus de 40 de moyenne, je crois. J'ai pas revérifié la moyenne. Tac tac tac, 4867 sur 2386 mètres de dénivelé positif. Alors c'est un peu moins impressionnant que les derniers jours, mais bon, ça a fait que la course est arrivée à 15h15 avec une échappée qui a encore mis beaucoup de temps à sortir, hein. Il a fallu attendre 80 km de l'arrivée, 70 km de l'arrivée, quasiment c'était pas encore retransmis à la télévision, mais c'était juste avant la retransmission télé pour que l'échappée parte, une grosse échappée qui a pris 2 minutes à peu près d'avance, et puis ensuite le peloton a commencé à mettre en route un petit peu. Ça a failli le faire pour Thibaut Pinot, il y a eu pas mal de suspense. Bon, autant pour Geoffrey Bouchard, lundi ça a fonctionné, autant là pour Thibaut Pinot ça n'a pas marché. On a eu en fait un peu plus de courses qu'hier. C'est vrai qu'hier, bon, j'en avais parlé, hein, j'avais trouvé l'étape moyenne. Alors après, en sachant que hier, j'avais avant regardé la Flèche Wallonne, que ensuite donc j'ai regardé le Tour des Alpes, qui était en plus à 13h, que j'ai fait des choses entre temps avant de regarder la Flèche Wallonne. C'est-à-dire que j'ai eu quand même une journée très chargée. Et peut-être que ça a joué également sur ma réception de cette course, surtout que j'ai fait le débrief après avoir fait le débrief de la Flèche Wallonne, donc après avoir fait 30 minutes de débrief derrière, 20 minutes de débrief à enchaîner, quasiment 1 heure de débrief à enregistrer. Ça a été fort sympathique. C'est pas forcément les journées les plus faciles, puisqu'en plus, on me dit souvent, est-ce que c'est compliqué parfois d'enchaîner plusieurs courses? On m'avait posé la question une fois dans les commentaires, j'avais dit, c'est pas compliqué quand c'est à peu près la même chose, on va dire. Quand je parle de la même course de cyclisme, ça ne me pose pas de problème. Par exemple, pendant le Giro, il y aura 2 vidéos par jour. Je vais enregistrer 2 vidéos pendant 21 jours, donc ça va faire à peu près 42 vidéos en tout. Là, ça va. Mais ce qui est compliqué, c'est quand je dois switcher de discipline. Déjà, quand je passe de la F1 à la F2 au cyclisme dans la même journée, ça peut être compliqué. Et quand je switch parfois d'épreuves, où je peux confondre, vous savez que je suis un peu habitué à avoir la confondite aiguë, confondre des coureurs, confondre des situations de course qui se sont déroulées. Donc voilà, j'essaye, parce qu'il faut savoir que je ne note absolument rien, et c'est pas par flemme, certains diraient c'est par flemme que je note rien, mais c'est pour que on soit dans une conversation très normale, on va dire. Si j'écris, forcément déjà je vais lire j'ai pas un prompteur, hein, j'ai un écran d'ordinateur devant moi, ça c'est un ordinateur. Ça va être chiant au bout d'un moment, ou soit il faut que j'apprenne par cœur ce que je dis, mais ça veut dire encore plus de temps, donc ça veut dire vu ma connexion internet, la vidéo elle arrive à 2h du matin, le temps que j'apprenne le texte, donc je n'écris rien, et ce qui fait comme ça je suis un peu plus libre dans la parole, même si parfois il y a des hésitations, il y a des erreurs, il y a des mais au moins moi je prends des risques. C'est quasiment du direct, parce que je retourne que très très rarement les vidéos. Il faut vraiment que je sois pas satisfait en sortant d'avoir enregistré la vidéo, il faut vraiment que je sois pas satisfait pour les refaire. Bon, et ben on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec l'excellent Thibaut Pinot aujourd'hui. C'est un peu un récurrent Thibaut Pinot depuis le début de la semaine. De toute façon, les Français, on est à peu près sur les mêmes noms depuis le début de semaine.
Thibaut Pinot, hier enfin moi j'étais pas inquiet. Je sais qu'on me l'a marqué dans les commentaires. Ah, Thibaut Pinot, moi je suis un petit peu inquiet. Je l'avais mis quand même en flop sur l'étape 2. Et sur l'étape 1, mais parce qu'il avait pris la cassure, et sur l'étape 2, parce qu'il finissait loin et s'était pris un petit peu un éclat. Je trouve quand même que sur ce Tour des Alpes, c'est pas catastrophique de la part de Thibaut Pinot, j'en ai déjà parlé, et je trouve surtout qu'il est en progrès sur cette semaine. Là, ça passe pas loin de la victoire, mais il a été un petit peu déçu à l'arrivée, forcément, parce que quand tu as repris 1,5 km de l'arrivée, forcément tu es déçu. Mais je trouve que cette victoire-là, cette deuxième place, lapsus, cette deuxième place, elle compte comme une victoire, parce qu'il a très bien construit sa course, que dans la montée finale, il était costaud, parce que je rappelle que dans la montée finale, il y a 45 secondes d'avance, pour lui, sur l'échappée. Ça veut dire qu'il a réussi à conserver quand même ses 45 secondes d'avance pendant toute la première portion de montée, voire à en gagner 5 secondes. Ensuite, le problème de cette arrivée, c'est qu'elle n'était pas favorable pour un homme seul. C'est vrai qu'on m'a fait la comparaison avec la Molina, et je trouve que la comparaison était assez juste. Les difficultés étaient au départ, et ensuite, il y avait un replat, et le replat était un peu plus long, je crois, même qu'à la Molina, parce qu'il devait y avoir au moins 3-4 km vraiment pas favorable pour un homme seul, et ensuite, il y avait la pente finale, mais qui était beaucoup moins difficile qu'à la Molina aussi, hein. Il y avait moins de pourcentage dans le final. Et c'est vrai que pour Pinot, c'était pas à son avantage. Et vous voyez, André Lopez, il sort dans le final, hein. Et les grosses attaques dans le peloton, elles se sont faites dans le final. Il a perdu, on va dire, 20-25 secondes dans cette portion-là. Je pense que là où il perd la course, type Pinot, c'est même pas vraiment à ce moment-là, parce qu'on savait qu'il allait perdre du temps à ce moment-là. C'est avant le début du pied où l'échappée perd son homogénéité, où il y a une attaque d'un VF avec d'autres coureurs qui suivent, et à un moment Pinot se retrouve dans le deuxième groupe, et quand il commence la montée, il est dans un deuxième groupe, et à ce moment là, quand il y a eu les attaques, ils perdent 15 secondes d'un coup par rapport au peloton qui roulait très fort. C'est là où il perd la course, parce que les 15 secondes, c'est à peu près ce qui lui manque au final. C'est entre 15 et 12 km de l'arrivée, où il y a eu une ou deux attaques, et où ça a pété les groupes, et où derrière, on faisait un petit peu de la patinade dans le deuxième groupe. Donc c'est là où il perd la course, je pense, Thibaut Pinot. Après, quand tu voyais Thierry Bréco, oui, cette deuxième place est presque une victoire pour Thibaut, parce que ça va débloquer des choses, bien entendu. Il est un petit peu dans une spirale négative. Il faut savoir que Thibaut Pinot, c'est quelqu'un qui marche énormément aux émotions. C'est-à-dire que dès que ça lui réussit pas, bam, il est quasiment en dépression. Et c'est pas forcément facile à gérer pour des coureurs comme ça, d'avoir des contretemps sur une saison, d'avoir des chutes. Enfin, surtout des mauvais résultats, parce que les chutes, encore, on avait vu sur le Tour de la Sarthe, il était pas hyper. Enfin, il était pas au bout de sa vie au Tour de la Sarthe. C'est après, notamment sur la classique Grand Besançon, où tu voyais déjà l'arrivée, il était très frustré. Et puis l'étape 1, l'étape 2, ça marchait pas. Et l'étape 3, il finit dans le bon groupe, mais il fallait une étape où il se rassure dans l'échappée, et là, c'est une bonne chose pour lui. Et comme il marche énormément à l'affect, à l'émotion et à ses sensations également, c'est très important pour lui. On peut noter, continuer sur Groupama, qu'il y a encore deux coureurs qui sont très très bien classés pour le général. C'est Storer et son compère Attila Walter. Ils ont donc deux cartes qui sont à 16. Alors Storer il est à 16 et Walter il est à 12 secondes. Donc il y a encore deux cartes pour faire un top 10, voire mieux pour Attila Walter, parce qu'il est à 12 secondes. Il est 3ème pour le moment du général. Donc on va voir ce que ça va donner du côté d'Attila Walter et du côté de Storer. Mais pour l'instant, qui font une course très intéressante. Et Attila Walter qui ira sur le Giro d'Italie. Moi, je trouve qu'il est sur une condition physique qui est vraiment pas mal sur le Tour d'Italie pour aller chercher un maillot blanc. Il y aura Van Wilder notamment, mais... Enfin, un maillot blanc, un maillot de meilleur jeune. Je ne sais plus de quelle couleur il est sur le Giro, parce que comme les couleurs changent, c'est un peu compliqué. Mais il y aura une belle opportunité, je pense, pour Attila Walter sur cette course. Je passe aussi à Lenny Martinez. Il a perdu un petit peu de temps aujourd'hui, mais il est toujours 3ème du classement des jeunes. Il y aura une belle bagarre, je pense, avec Sean Quinn et Uijtebroek pour cette 3ème place. Il a 11 secondes d'avance sur Sean Quinn, et sur Uijtebroek, il y a une
35 secondes, on va dire, d'avance. Parce qu'après, Nathanaël Tesfacion est déjà à plus de 5 minutes. Donc il va, je pense, pas perdre 5 minutes demain. Mais voilà, Lenny Martinez, ça va pas être facile. Mais surtout que l'étape de demain va pas être simple. On y reviendra un peu plus tard. Romain Bardet, deuxième coureur au top. Pourquoi troisième de l'étape, pardon. C'est le seul à prendre des bonifications dans les leaders. En faisant encore une course très discrète. Mais bon, je l'ai déjà dit hier. Je trouve que sa discrétion est plutôt très intéressante. C'était un coureur qui avait tendance à s'emballer. Je pense que notamment comme en Van Der Poel. Pourquoi je vous parle de Van Der Poel? Parce que j'ai lu une interview de Van Der Poel. Il a dit qu'il allait arrêter les attaques. C'était stupide qu'il a dit. Je ne sais plus quel terme il a utilisé, mais les attaques de très loin. Il a dit qu'il va être beaucoup plus pragmatique dans sa manière de courir. Mais entendu, il y a des gens qui ont dit sur Twitter « Oh, la catastrophe !» Et c'est aussi ça le cyclisme, c'est savoir économiser ses efforts parce que une course de 5 jours, c'est 800, 900 km à parcourir. Donc il faut faire attention à bien gérer ses efforts tous les jours. Et pour l'instant, c'est ce que fait à la perfection Romain Bardet qui est deuxième, qui a seulement 2 secondes de Bilbao. C'est l'adversaire peut-être numéro 1 de Pello Bilbao, mais j'ai trouvé encore très bien aujourd'hui. Certes, son équipe n'est pas la plus importante, on va dire, mais il a quand même 2 bons lieutenants, Arensman surtout, qui est à 16 secondes, leader devant Buitrago du classement des jeunes, et il a Hamilton également qui a fait pas mal d'efforts, mais qui est pas mal, même si l'équipe DSM, et c'est vrai, c'est pas forcément l'équipe qui va pouvoir tenter un coup de loin, un coup tactique de loin, parce que ça va être compliqué, mais je pense que demain, il n'y aura pas besoin de tenter quelque chose de loin. Je pense que dans la dernière montée, ça va se faire vraiment à la pédale, vu les pourcentages qui vont être difficiles en Autriche. Mais Romain Bardet, voilà, très bien, encore solide, troisième de l'étape. C'est encore un très bon résultat. Je continue avec Sivakov qui est attaqué dans le final. Sivakov qui est également bien classé au général, il fait partie du groupe à 16 secondes. Pavel Sivakov, le français, qui a fini 13e de l'étape, mais qui est sorti dans le final. Alors il a peut-être fait une attaque un peu trop forte, parce que il fait un écart, parce qu'on le voit à un moment, il est pas très loin de Lopez, vers 2 km de l'arrivée. Après, j'ai l'impression qu'il s'est un peu tassé, Sivakov. Encore une fois, du côté de Sivakov, on l'avait tellement vu en difficulté ces dernières années que de le revoir, je dirais au top ou pas loin d'être au top, c'est déjà une grande satisfaction pour moi de revoir le franco-russe, maintenant plus franco que russe, performer. Voilà, il est dans le groupe à 15 secondes précisément. Pas à 15 secondes, il a fini à 15 secondes. Mais il est à 16 secondes, voilà, encore une fois, de Pello Bilbao. Donc c'est bien ce que fait Sivakov depuis le début de semaine. Félix Gall également, c'est bien ce qu'il fait parce que l'Autrichien, qui est à domicile à partir de maintenant, sur ce Tour des Alpes, il finit 5e aujourd'hui, le coureur d'AG2R, qui est désormais le leader. Je pense qu'on a bien compris que Geoffrey Bouchard n'a pas le même objectif, il veut chercher le classement de la montagne. Pour l'instant, il est en tête de ce classement de la montagne avec 15 points, mais ça va jouer certainement demain avec une bagarre peut-être face à Sivakov. Mais du côté de Félix Gall, eh bien, il est 4e du général. C'est le premier coureur à 16 secondes. Ça va avoir son importance, parce que si demain on est dans un petit groupe dans le final, parce que ça peut se rejoindre, Félix Gall, s'il se retrouve, imaginons Walter, Bardet, Bilbao sont pas dans le coup. Bon, ça peut arriver, surtout que demain les conditions climatiques seront pas bonnes. Félix Gall, il peut gagner la course. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être 4e, parce qu'il a des meilleures places pour le moment dans ces étapes que Sivakov, que Rubio, que Arensman. Et c'est plutôt très satisfaisant. Puis Félix Gall, il enchaîne après déjà un bon tour du Pays Basque, où il avait fini 12e, il a fait 5e du port d'Andrax, Trofeo Pollença. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour le moment pour le coureur autrichien. Belle recrue de la part d'AG2R. C'est un coureur qui va bien aider, je pense, Ben O'Connor, peut-être au mois de juillet. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec le vainqueur du jour, Miguel Angel Lopez, le Colombien d'Astana.
Qui est sorti au bon moment, qui a fait quand même un bel écart quand il est sorti. Bon, il a profité également du peloton qui peut-être se regardait peut-être de coureurs également qui étaient un peu en bout de course, parce que c'est vrai qu'on avait mis à l'avant du peloton Ben Swift, notamment qui était dans l'échappée. Et je pense que du côté d'Ineos, ces coureurs-là, ils étaient à fond, quoi. Donc ils se sont écartés. Mais derrière, ça roulait peut-être pas aussi vite. Et c'est vrai que Miguel André Lopez, on a un peu profité, et puis il est arrivé sur un Thibaut Pinot, voilà, qui était en bout de course, mais il fait quand même une belle course sur les 5 derniers kilomètres. Et puis j'ai pas été très tendre avec Miguel André Lopez, notamment sur l'étape 2, sur l'étape 3. C'est vrai qu'on m'a dit hier, par exemple, je trouve que on me l'a mis dans les commentaires, je trouve que Miguel André Lopez, c'est pas mal. Moi, j'étais un peu plus circonspect. Je l'avais pas senti si bien que ça, Miguel André Lopez, pour tout vous dire, comme quoi je me suis trompé. Mais aujourd'hui, il a été bon, et puis c'est une victoire importante. Alors déjà pour Miguel André Lopez, parce que le début de saison a pas été forcément incroyable. Ça c'est clair et net, et qu'une première victoire dans la saison, c'est important, pardon. Mais surtout pour Miguel André Lopez, c'est sa première victoire depuis la Movistar. Et on peut pas dire qu'avec la Movistar, ça se soit très très bien passé sur la fin. Donc je pense qu'il avait envie de repartir sur de nouvelles bases. Et puis c'est une victoire importante également pour Astana. Pas seulement au niveau des points UCI. C'est 20 points aujourd'hui UCI, donc je dirais que c'est presque anecdotique sur ce Tour des Alpes. C'est surtout la dynamique. C'est-à-dire que Astana, depuis le début de saison, il y a eu un peu Lutsenko, mais c'était très faible. On a vu beaucoup de coureurs qui n'étaient pas à leur top. Et là, ça va peut-être enfin créer un peu de positif, une dynamique un peu positive dans cet effectif Astana. C'est peut-être ce qui est le plus important dans cette victoire, c'est enfin créer un peu de joie et de bonne humeur chez Astana. Et un peu de dynamisme dans cet effectif. Donc voilà, belle victoire de la part de Miguel André Lopez qui a été la chercher. Parce qu'il fallait aller quand même chercher Thibaut Pinot, c'est pas le perdreau de l'année. Et puis on va voir maintenant comment ça va se passer demain. Mais bon, Miguel André Lopez, c'est déjà un peu rassurant quand même un peu sur sa condition. Pour moi, ça veut dire que les jambes sont quand même pas si mauvaises. Je pense qu'il est dans une phase un petit peu de consolidation de sa forme physique avant une grande échéance. Richie Porte, je l'ai trouvé encore bon, Richie Porte. Alors j'ai l'impression qu'on l'utilise comme peut-être équipier de Sivakov. J'ai du mal à déterminer qui est vraiment leader chez Ineos, pour tout vous dire. Si c'est Sivakov ou si c'est Richie Porte. Mais je trouve que Richie a encore été bon. Alors il fait partie du groupe à 16 secondes. Mais voilà, je trouvais vraiment bien Richie Porte. À un moment, il était à l'avant du peloton. Je trouvais que les jambes étaient vraiment... je trouve que depuis le début de semaine, les jambes ont l'air plutôt de bien marcher pour Richie Porte. On va voir demain. Parce qu'avec les conditions hivernales qui seront proposées, ça sera peut-être un peu plus difficile pour l'Australien, mais je trouve que depuis le début de semaine, pour Richie Porte, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est une course solide de sa part. Et ça va être intéressant de voir comment ça va se passer au niveau du coureur australien, parce que la situation va peut-être aider. Il peut peut-être aider sur une course. Et puis encore une fois, Richie Porte, c'est quand même un mec qui a fait 3e d'un Tour de France. Donc c'est quand même jamais un mec à négliger avant le Tour d'Italie, même si on peut pas dire qu'il a été en réussite sur le Tour d'Italie. Et je viens d'apprendre une grande nouvelle que je ne savais pas, je ne l'avais pas lu. Richie Porte, c'est sa dernière saison. Retraite en fin de saison pour Richie, normalement. Donc voilà, il va faire le Giro, Tour de Grande-Bretagne. Après le Giro, est-ce qu'il sera équipier sur le Tour de France ? C'est pas toujours facile d'enchaîner les deux, mais voilà, Richie Porte, fin de carrière cette année. Il y a du monde qui part à la retraite, des bons coureurs en fin de saison. Si on rajoute en plus Cavendish, on aura Valverde, Porte, Cavendish. Ça sera quand même pas mal. Je sais plus qui en France, j'ai oublié, coureur de Total qui est Géniez, non ? Qui part aussi à la retraite.
Mais en Genièse, ces derniers temps, on peut pas dire que ça soit trop la réussite. Également, que ça soit en termes de comportement, en dehors du sport ou en termes de performance dans le cyclisme. On ne l'a pas revu même, hein, parce qu'il faut savoir que, bon, pour ceux qui ne sauraient pas, Alexandre Geniès est impliqué dans une affaire de violence conjugale. Il a même été condamné. Je ne sais pas s'il a fait appel, hein, mais il était condamné en première instance. Je ne sais pas, parce que Total avait fait un gros message pour dire que ça n'était pas en accord avec l'image de marque de Total. Pour l'instant, on ne l'a pas revu hein, depuis cette affaire. Donc, est-ce qu'il va courir cette année ? C'est loin d'être sûr, parce que c'est le genre de truc qui ne passe plus aujourd'hui, et ce qui est bien normal que ça ne passe plus. Bilbao au top. Parce qu'il est encore maillot de leader ce soir, alors même si c'est un leader fragile, parce que désormais 2 secondes d'avance sur Romain Bardet, c'est quand même toujours le leader. Et puis je trouve qu'il est toujours bien entouré. Landa fait vraiment du très bon travail. Landa qui sera sur le Giro, on en parle peu pour le moment de Mikel Landa. Je trouve qu'il est en bonne condition physique, le coureur espagnol. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il fait pour le moment autour de Bilbao. L'avantage, c'est que demain, c'est quand même un parcours techniquement qui est plutôt en faveur de Bilbao, parce qu'il y aura des très forts pourcentages en Autriche. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, Bilbao, aujourd'hui, il a encore été solide. Bon, tu sens que du côté de la Bahreïn, heureusement qu'il n'y a que 5 jours de course, parce que je crois qu'il y a certains coureurs qui ont bien donné sur ce Tour des Alpes. On fait beaucoup d'efforts pour contrôler la course. Mais Bilbao, pour le moment, ça tient pour le coureur espagnol. Et puis, de toute manière, chez Bahreïn, on a encore la carte Landa, que j'ai trouvé encore très bon dans la montée finale. Landa, qui replaçait assez régulièrement Bilbao. Et puis, encore une fois, au général, Landa, il est à 20 secondes. Hein. C'est le seul qui a 20 secondes encore. Donc, il est qu'à 4 secondes de Buitrago. Également là aussi, toujours présent. Donc ils ont plusieurs cartes, hein. Bahreïn, pourquoi pas, en cas de défaillance de Pilo Bilbao pour tenter d'aller chercher cette victoire sur le Tour des Alpes. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence tout de suite. Alors j'ai 2 bonnets d'âne aujourd'hui. Le premier, c'est Esteban Chavez. C'est dommage parce que c'était la dernière carte de EF, hein, Chavez, vu que Hugh Carty avait perdu un petit peu de temps déjà, et que Chavez finit... j'ai encore perdu dans le classement. Non, parce que je suis sur le classement général, donc c'est pour ça. Aux alentours, aux alentours de la 33e place. 2,42 pour Esteban Chavez aujourd'hui, et toujours ce problème avec Esteban Chavez, cette irrégularité, mais qu'il a depuis très longtemps désormais. Quand même un coureur qui est hyper irrégulier. Il peut gagner une étape sur le Giro et puis se planter lamentablement le lendemain. Ce qu'il a déjà fait dans sa carrière. Ça a gagné à l'Etna et puis après, 2 jours après, il est déjà complètement au fond du trou. Chavez, ça fera partie des coureurs... ils pourront avoir des regrets sur leur carrière, je pense. Vraiment. Parce que leur carrière aura été faite de beaucoup de flops quand même, plus que de hauts. Et il y avait un potentiel pourtant excellent chez ce coureur. Il a 32 ans, vous allez me dire, il n'est pas encore fini. Mais il n'a qu'un contrat d'1 an cette année. Mais c'est un coureur qui est très performant. Et puis là, ça veut dire que les 3 premières étapes, il était dans le coup. Et puis là, aujourd'hui, il perd 2 minutes 40. Pourtant, sur une arrivée qui n'était pas extrêmement difficile, avec pas beaucoup d'altitude. Mais il n'arrive pas à enchaîner 3 jours de course en étant performant. Et c'est ça depuis très très longtemps. C'était déjà le cas chez Mitchelton, chez Orica. Ça fait depuis 5 ans qu'il n'arrive pas à enquiller les jours de course. Où il a beaucoup de mal à être performant sur plusieurs jours de course et où il joue un petit peu les francs-tireurs. Sauf que maintenant, les francs-tireurs, j'ai envie de dire, avec les classements UCI, ça devient beaucoup moins intéressant, ce type de coureur-là, et forcément que un Esteban Chavez, aujourd'hui, c'est un vrai problème.
parce que c'est un coureur qui doit aujourd'hui être leader, surtout que c'est ce qu'on attend de lui chez UF, parce que UF a besoin de points en plus en ce moment, et bah il n'arrive pas à marquer des gros points. Donc là il est pour le moment Chavez 20e, alors ça fera quand même des points UCI, hein, mais bon, il aurait mieux fallu qu'il soit dans le top 10, ça aurait fait beaucoup plus de points. Donc c'est une déception. Et puis j'ai mis Eolo Kometa. Eolo Kometa, c'est quand même inquiétant parce que, à part en tout début de saison en Espagne, sinon ils sont inexistants. Alors au général, le premier coureur c'est Eric Fetter qui est 46e. Sur cette étape-là, le premier coureur c'est Edouard Ravazzi qui est à 2,38, donc dans le même groupe que Chavez. Mais ils sont vraiment inexistants sur cette course, Eolo Kometa, et j'ai envie de dire que leur début de saison est quand même pas fantastique, à part encore une fois en Espagne. Depuis mi-février, on les voit pas au top. Ils ont déjà raté le Tour de Sicile. Là, le Tour des Alpes, c'est pas encore une réussite. Voilà, c'est dommage parce que c'est une belle équipe. Il y a quand même des mecs derrière. C'est-à-dire qu'Eolo Kometa, je rappelle, c'est Alberto Contador. Il y a quand même des bons managers, on va dire, une belle direction sportive. Sauf que je pense que le recrutement n'a pas été excellent. Les frères Martin, ils sont encore très jeunes. Et puis après, y a quelques coureurs qu'on a été chercher dans d'autres équipes italiennes, mais pour l'instant qui sont assez peu visibles. Voilà, c'est un petit peu une petite déception Eolo Kometa parce que déjà l'année dernière j'avais dit on les a beaucoup vus aux avant-postes, mais en termes de points UCI ça n'avait pas été un carton. Là on les voit même plus vraiment aux avant-postes, c'est-à-dire là sur cette course là ils sont assez inexistants. Alors certes pas un gros effectif, mais là en termes de gros résultats par Milan-San Remo, sinon ce sont des courses quand même de moins grande qualité, hein. 12e sur le Tour de Turquie pour Gavazzi, 7e pour Albanese sur le Tour de Sicile, mais où il y avait peu d'opposition, donc c'est quand même un petit peu une déception pour moi, cette formation depuis quelques temps. On passe à l'étape de demain. Avant, j'avais dit qu'on pouvait faire un petit point sur le classement général qui est dans la description de la vidéo. Il y a les 30 premiers dans la description de la vidéo. Je peux pas aller plus loin parce qu'après, il faut savoir que les descriptions sont limitées en termes de caractères sur YouTube, c'est 5000 caractères. Donc, là, souvent à 30, je suis pas si bien que ça, surtout. Alors là, on a de la chance, c'est qu'on n'a pas le classement du maillot vert, classement par points, mais quand je rajoute les 10 premiers du classement par points, les 10 premiers du classement de la montagne, les 10 premiers du classement des jeunes et les 10 premiers du classement par équipe, plus les 20 de l'étape, on arrive très vite aux 5000 signes. Donc, en tête du général pour le moment, Pello Bilbao, il a 2 secondes d'avance sur Romain Bardet, 12 secondes sur Attila Walter. Ensuite, on a un groupe à 16 secondes avec Félix Gall, Sivakov, Rubio, Arensman, Buitrago, Porte, Storer. À 20 secondes, Michael Landa. À 44 secondes, Pernsteiner. À 44 secondes également, Martinez. Sean Quinn est à 55, à égalité avec Eddie Dunbar. Au-delà, on n'ira pas chercher la gagne. Hugh Carty à une 11, c'est déjà trop loin. Je pense que déjà, à partir de Pernsteiner, ça va être compliqué. Ça va jouer, je pense, entre les 11 premiers du classement général. Moi, je mettrai un petit avantage quand même pour Romain Bardet, pour Pavel Sivakov, qui me semble vraiment pas mal en cette fin de course. Mais il faudra faire attention, car du côté de Linz demain, où aura lieu l'étape, eh bien, les conditions climatiques ne seront pas bonnes, avec 6 degrés seulement. Risque de pluie 100%, autant vous dire qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'il ne pleuve pas, même si cette pluie devrait être faible. Mais voilà, au bout de 5 jours de course, une pluie faible, ça reste très handicapant, même si l'étape demain sera très courte, elle fera 114 km. Demain, vous l'avez déjà à l'écran, on part de Linz pour aller à Linz. Donc 114 km avec plusieurs difficultés dans cette étape autrichienne. On aura au kilomètre 40 le Bamberg, côte de première catégorie. Le Bamberg, c'est 1276 mètres, 5 km 5 à 10,2% de moyenne, avec un pourcentage moyen entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 à 12,2%. Le kilomètre avec le pourcentage le plus faible, c'est 7,6%. Donc autant vous dire que ça monte tout le temps. C'est un enfer, c'est un cauchemar, ça grimpe tout le temps.
Ensuite, on aura quelques difficultés autres qui ne sont pas répertoriées au classement de la montagne, notamment Bichel, notamment un autre passage par le Bamberg, et puis un sprint intermédiaire du côté d'Andras en descente, il faudra faire attention. Le Bichel, ça sera au kilomètre 48,5, c'est-à-dire à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, et le Bamberg, deuxième passage, ça sera à 81 km de l'arrivée, c'est-à-dire à 81 km de course, à 30 km de l'arrivée, à peu près un peu plus. Puis, on aura la deuxième difficulté du jour et la dernière de cette compétition, le Stronach, côte de deuxième catégorie qui sera à 10 km de l'arrivée. Côte de deuxième catégorie, le Stronach, 3 km 2 à 11,8%. Le pourcentage le plus faible, c'est le pied qui est à 9,8 sur le premier kilomètre. Et ensuite, c'est 14,8 entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, puis 10,9 entre le kilomètre 2 et l'arrivée, le sommet, au kilomètre 3,2. Et puis ensuite, on aura une petite descente. Arrivée à Linz, je ne sais pas si vous le voyez précisément, mais le dernier kilomètre est également en montée avec pas mal de pentes. Il semblerait, sur le profil que j'ai de Pro Cycling Stats, dans le dernier kilomètre, je pense que ça doit être au moins du 6-7% dans le dernier kilomètre. Donc, il faudra faire très attention sur cette étape de Linz où il peut se passer beaucoup de choses. Et ça peut être très dangereux pour cette étape numéro 5, la dernière de ce Tour des Alpes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salam avec production. Ciao, ciao.